Bonjour et bienvenue sur Média TV, c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous allons évoquer la situation au Mali qui reste très tendue, notamment entre Paris et Bamako. En témoigne la récente expulsion de l'ambassadeur de France du Mali. Ces derniers jours ont connu plusieurs rebondissements. Nous allons donc remonter le fleuve sur la dernière semaine, si vous le permettez, car tout est allé très vite. Lundi 24 janvier, la junte au pouvoir demande au Danemark de retirer ses troupes arrivées la semaine précédente, car Bamako dit n'avoir formulé aucun consentement pour leur déploiement. Florence Parly, ministre française des Armées, réagit et déclare que la junte au pouvoir multiplie les provocations. Jeudi 27 janvier, ce sont les forces danoises qui sont venues au Mali dans le cadre de la force Takuba, qui annonce leur départ du pays une semaine seulement après leur arrivée. La diplomatie danoise reproche à la junte de jouer, je cite, à un jeu politique sale. Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, emboîte le pas de Florence Parly 2 jours plus tard lors d'un point presse où il qualifie la junte au pouvoir d'illégitime et de prendre des décisions irresponsables. Réaction de Bamako qui condamne ses propos et donne 72 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le territoire malien. Paris prend note de la décision et rabelle son ambassadeur. Alors Ali Tounkara, rebonjour. Bonjour. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, avait prévenu vendredi dernier que son pays n'excluait rien dans ses relations avec la France. Nous y sommes avec cette expulsion. Alors, concrètement, comme vous l'avez bien évoqué dans les propos préliminaires, effectivement, ça fait quelques mois qu'entre Bamako et Paris, le rapport CRP diplomatique, ne serait-ce que les sorties fracassantes de l'élite politique française à l'encontre de l'élite militaire malienne au pouvoir, laisse entendre qu'une telle expulsion n'avait rien d'étonnant. Mais lorsqu'on creuse à fond, les tensions vont au-delà du seul aspect diplomatique. Elle interroge à la fois les questions géopolitiques, géostratégiques, même la manière dont la France serait présente dans le Sahel au nom de la lutte contre les groupes radicaux violents. Donc, des tensions qui sont très multidimensionnelles. Laquelle multidimensionnalité des tensions a abouti effectivement hier à l'exclusion de l'ambassadeur de la France en République du Mali. Absolument. Les relations entre Paris et Bamako se sont tendues depuis l'arrivée de la junte en août 2020. Cette dernière semble vouloir s'affranchir régulièrement. Elle évoque la souveraineté dans ses choix. Est-ce que cette décision, cette décision d'expulser l'ambassadeur, par exemple, est-ce que c'est une décision qui trouve écho auprès de la population ? Alors concrètement, lorsqu'on interroge les populations au terme de cette décision, naturellement, majoritairement, elles sont satisfaites de la réciprocité. Rappelons quand même que lorsque des États souverains sont en coopération, le minimum diplomatique s'appelle le respect. Mais au regard des propos très tendancieux qu'une partie de la classe politique française fait l'objet, naturellement, cela réconforte toutes les thèses complotistes et même conspirationnistes à l'encontre de la France. Il me paraît quand même important de rappeler que, au-delà de ce qui est proposé publiquement, les militaires au pouvoir au Mali ont commencé à s'intéresser à comment la France opère dans le Sahel, et en particulier au Mali concrètement sur le plan militaire. Et désormais, ces militaires souhaiteraient que tout l'agir de l'armée française dans le Sahel s'effectue sous leur contrôle. Or, auparavant, les militaires français opéraient en toute quiétude, en toute tranquillité, sans qu'ils ne rendent compte aux autorités maliennes. C'est cette rupture avec ces habitudes que les militaires au pouvoir ont jugé tout à fait inadaptées dans un État souverain, qui expliquerait le pourquoi aujourd'hui de toutes ces tensions entre Bamako et Paris. Mais surtout, il ne faut quand même pas aussi occulter le fait que les autorités militaires maliennes au pouvoir, ces derniers temps, ont intensifié les relations, notamment militaires, avec la République fédérale de la Russie, laquelle présence russe aujourd'hui est perçue par la France comme une menace prime abord à ses intérêts,
Mais dans le même temps, laquelle présence, une fois, si elle venait à se prolonger, elle pourrait amener les Occidentaux, de façon générale, à connaître un recul net en termes d'influence, en termes même de positionnement géostratégique dans le Sahel. Donc, au-delà de tout ce qu'on entend, des enjeux se cachent derrière ce rapport tendu entre les autorités maliennes et les autorités françaises. Oui, absolument. Et vous faites bien de parler de la Russie parce que c'est un acteur qui influence beaucoup dans ces relations. Plus Bamako s'éloigne de Paris, et plus on a l'impression qu'elle se rapproche de Moscou. Et ce n'est pas simplement une image, puisque sur le terrain, on a aussi pu remarquer cela. Au fur et à mesure que les troupes françaises se retiraient du nord et du centre du pays, on a vu les forces sécuritaires russes avancer discrètement. Du centre, ils regagnent petit à petit le nord. Ce groupe paramilitaire russe qu'on appelle Wagner, appelé Wagner, semble être justement au centre de toutes ces attentions. Bamako, en l'occurrence, n'a jamais reconnu officiellement la présence de ce groupe sur son sol et rappelle que le Mali est souverain, justement, dans ses décisions. Et Moscou, de son côté, rappelle que ce groupe n'a rien d'extraordinaire, que c'est un groupe ce qui est semblable, comme parmi plein d'autres groupes dans le monde qui proposent leurs services de sécurité dans le monde, et notamment de nationalité américaine. Alors, pourquoi il y a autant de tensions, autant d'intérêt autour de ce groupe? Alors concrètement, je pense que vous l'avez bien fait de le rappeler. Les autorités maliennes jusqu'ici n'ont pas reconnu une telle présence effective du groupe privé sécurité Wagner, mais peu importe le qualificatif, ce qui est évident aujourd'hui dans le contexte malien, de plus en plus, les militaires russes sont présents dans les différents camps, notamment ceux présents dans les zones en proie d'attaques terroristes. Mais ce rapprochement, au-delà du seul fait militaire, il n'est quand même pas anodin lorsqu'on interroge tous ces sous-sols qui regorgent le Mali. De la même manière également, la position de ces entreprises françaises dans le Sahel au Mali en particulier, que ce soit Areva, mais Total, en passant par des opérateurs téléphoniques tels que Orange, ce sont des enjeux lorsque les compétiteurs sont dans une guerre ainsi ouverte, naturellement, la marge de manœuvre de la France à long terme pourrait être revue à la baisse de façon drastique. Mais dans le même temps, il ne faut quand même pas aussi occulter. Au nom de la lutte contre les groupes radicaux violents, la France arrive non seulement à asseoir une certaine hégémonie militaire à l'échelle internationale, mais au-delà de cette hégémonie, il arrive surtout à avoir un contrôle effectif sur ces anciennes colonies, en l'occurrence ouest-africaines. Donc tout ceci nous amène à dire que le groupe Wagner n'est que de la coupe de surface quand on veut comprendre concrètement ce qui se passe aujourd'hui entre Bamako et Paris. Absolument. Mais justement, la diplomatie française reproche au groupe Wagner de troquer son aide, son intervention contre une implantation dans cette sous-région et pouvoir procéder à un pillage. Le mot pillage a été cité par Jean-Yves Le Drian, des ressources minières du pays. Donc, je pense que c'est de prendre les gens quand même pour des naïfs. Est-ce qu'une puissance pourrait s'implanter dans un territoire de façon désintéressée? Je reconnais avec M. Le Drian qu'aucune puissance n'est désintéressée, mais il devait ajouter quand même, y compris française. Donc, je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui, dans le contexte malien, effectivement, de reconnaître que les Russes sont aujourd'hui au chevet du Mali, dans le cadre de la lutte contre le groupe radicaux violents, mais il ne faut quand même pas être aussi naïf côté malien, de penser que ces Russes seraient aussi désintéressés. La manière dont la France est intéressée au sous-sol malien ou aux recherches maliennes, c'est la même manière également que la Russie est aussi intéressée, comme toute autre puissance, qu'elle soit occidentale ou autre. Donc pour dire que le Mali est devenu presque un champ de compétition aujourd'hui entre toutes ces puissances militaires, en l'occurrence la France et la Russie, laquelle compétition malheureusement met le Mali dans une situation très délicate parce que c'est vrai, il ne faut quand même pas aussi occulter. Depuis 2013, la force française
Barkhane, de Servala à Barkhane, en passant par Takuba aujourd'hui, a quand même permis d'asseoir un début d'accalmie dans pas mal de localités, dans les régions dites au nord du Mali ainsi que celles du centre du Mali. Mais ce qui est fondamentalement reproché à l'armée française, au Mali en particulier, c'est la non-compréhension de ces différentes actions. Si vous regardez un peu les différentes victoires qui sont aujourd'hui remportées par l'armée française sur l'ennemi, ce sont des victoires qui n'ont pas vu les armées partenaires, en particulier l'armée malienne, s'associer. Donc tout ceci laisse entendre que l'agenda français serait différent de ce qu'elle a eu à proposer lors de son intervention en 2013 aux autorités maliennes. Absolument. Donc il y a peut-être un manque de synergie entre l'armée nationale malienne et puis les troupes françaises lors de à travers cette opération Barkhane. Clairement. Absolument. Est-ce que, alors, je me pose la question de savoir si le conflit qu'on assiste, qu'on observe en ce moment autour de l'Ukraine avec la Russie, l'OTAN, les États-Unis, qui n'a absolument rien à voir avec ce conflit au Mali, mais qui rapproche sur une zone d'influence où la zone d'influence française est mise en danger en Afrique, la zone d'influence russe est mise en danger en Europe. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, d'un côté et de l'autre, des raisons de se chercher des reproches? Non, je pense que le lien il est vraiment évident. C'est vrai, on peut se dire que l'Ukraine est très loin du Mali, mais lorsqu'on intéresse à la géopolitique, les distances géographiques, elles sont insensées. Effectivement, on assiste à une désescalade côté français avec la Russie en Ukraine. Or, dans le cas malien, c'est quand même toute une escalade. Donc, pour vous dire qu'effectivement, le lien il est évident. Aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne de façon générale, qui chercherait à mettre la Russie en difficulté en Ukraine, mais dans le même temps, sur ces mêmes sols ukrainiens, on chercherait également à nouer un dialogue substantiel avec la République fédérale de la Russie. Or, dans le contexte malien, on se rend compte que effectivement, est-ce que lorsque les Français, par exemple, parvenaient à demander aux Russes de renoncer à ces velléités d'occupation de territoires autres que russes, est-ce que cela n'a pas un impact négatif sur ce que la Russie fait au Mali? Un exemple simple, si la France arrive à s'accorder avec la Russie sur les dossiers ukrainiens, est-ce qu'au retour, on ne pourrait pas demander également à la Russie d'être moins présente dans les... En fait, ce sont des hypothèses en diplomatie qui ne sont pas à écarter pour qui sait que les puissances ne sont jamais désintéressées. Donc, je pense que effectivement, de ces Ukrainiens, peut-on établir un lien entre ce qui se passe, ce qui se joue au Mali, avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être un début de solution pour une sortie de crise, justement, autour de cette relation entre la France et le Mali, et surtout les nouvelles autorités de la transition? Est-ce qu'il y aurait peut-être vous voyez qu'il y a un aspect en particulier sur lequel les deux parties pourraient se retrouver? Non, je pense qu'au-delà de cette escalade diplomatique, les deux pays sont quand même très dépendants. Quand on regarde aujourd'hui les intérêts français dans le Sahel et même les intérêts maliens également, en France en particulier, le Mali a quand même une diaspora extrêmement importante qui vit en France, laquelle diaspora elle porte en grande partie aussi l'économie locale. Donc cela pourrait effectivement être un début de dénouement. Mais dans le même temps, quand on regarde aussi quand même cette présence très marquée de la France dans le Sahel, naturellement, de part et d'autre, on n'a pas le choix, on est obligé de se diriger vers un dénouement heureux de cette situation. Mais ce qui pourrait un peu quand même rendre la donne complexe, voire confuse, ce sont toutes ces campagnes électorales aujourd'hui en cours en France qui pourraient effectivement amener le président Macron à prendre parfois des décisions radicales, voire peu nourries dans la durée. Absolument. Les élections présidentielles en France sont dans quelques mois. Et absolument, cette affaire entre Bamako et Paris peut être au centre justement de la campagne. Et on n'est peut-être pas à l'abri d'une décision, d'un retournement de situation d'ici quelques mois.
Clairement, je pense que quel que soit l'issue, ce qui est sûr, je vois le retrait de l'armée française à court, voire à moyen terme, quel que soit l'issue qui va être réservée à cette bruit diplomatique entre Paris et Bamako. Parce que la manière dont la classe politique, notamment la partie de l'opposition, s'est accaparée de cette question, il est indéniable que le président Macron, son tour également, pose des actes très symboliques, j'entends par actes symboliques, d'accélérer à coup sûr l'élan du retrait déjà des troupes françaises amorcé au Mali, peut-être éventuellement même la force Takuba qui est en pleine constitution ou construction, risquerait de ne pas arriver au bout du tunnel parce que même les autres États contributeurs européens, s'ils regardent un peu ces rapports tendus entre la France et le Mali, pourraient être davantage hésitants d'envoyer des troupes dans ce genre de situations aussi floues, voire confuses. Très bien. Une dernière question, Monsieur Tounkara. Est-ce que vous pensez que dans l'intérêt strict du Mali, est-ce qu'il y a un intérêt pour le Mali de se rapprocher ou de s'affranchir de la France ou de continuer peut-être à un rapprochement avec Moscou et de jouer sur ces deux aspects-là? Je crois que les autorités maliennes sont très claires à propos. Elles disent clairement, elles veulent non seulement élargir leur partenariat avec n'importe quel État pour que cet État reconnaisse la souveraineté du Mali. Mais dans le même temps, elles continuent, les autorités maliennes, à le réitérer. Elles veulent à tout prix ne pas être inféodées à une puissance quelconque, y compris la France. Donc, de ce fait, cette volonté elle est clairement affichée. Mais au-delà de l'affichage, la volonté de se soustraire des dictats français a quand même un écho favorable auprès de l'opinion publique malienne. Et d'ailleurs, les autorités militaires au pouvoir au Mali n'ont même plus le choix que d'aller jusqu'au bout du processus aujourd'hui qui est déclenché, lequel processus a pour nom la souveraineté du territoire national, c'est la soustraction de ces dictats de l'ancienne puissance coloniale française. Donc tout ceci aujourd'hui expliquerait le pourquoi même l'élite militaire malienne au pouvoir trouve toute sa légitimité vis-à-vis du peuple malien. Très bien. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Monsieur Tounkara, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Merci, monsieur. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cet entretien. Vous retrouvez tout de suite la suite de vos programmes sur Média TV.